Bonsoir à toutes et tous. Merci déjà bien de nous rester fidèles, à ces rendez-vous des dîners littéraires bruxellois ici à la Maison de la Francité, la 8e saison déjà. Une nouvelle saison qui nous emmènera jusqu'en juin 2024 et qui déclinera, comme vous avez peut-être pu le voir dans le programme, des rencontres autour des relations entre un auteur et son éditeur. Manière pour nous bien de vous faire découvrir ou redécouvrir peut-être des éditeurs de chez nous, belges, qui font bien la richesse de notre paysage littéraire et éditorial, mais aussi ce que je tenais dans cette formule en binôme, c'était aussi de peut-être se pencher, de mieux comprendre la chaîne du livre, ce qu'on appelle la chaîne du livre, c'est-à-dire le moment où un auteur commence à écrire ou à taper le premier mot d'un texte, jusqu'au moment où vous pouvez découvrir le livre, l'objet livre, sur des tables de librairie ou sur les présentoirs des bibliothèques. Et donc ce soir, voilà, je suis très heureux d'accueillir pour cette nouvelle séance Raphaël Denis, qui nous fait le plaisir d'être là. Merci déjà d'avoir répondu à l'invitation. Tu es responsable des éditions Boson de X, dont on va parler ce soir, situé, alors, si j'ai bien compris, en région liégeoise, même si au départ c'était du côté de Spa, enfin bon, voilà, on y reviendra. Mais tu es également auteur, puisque en 2005, tu as publié un livre qui s'intitulait Le Testament d'Artaud, aux éditions Gallimard, s'il vous plaît. Et on reviendra aussi peut-être sur cette expérience-là et en quoi elle a peut-être influé sur la création de l'édition. D'autres textes, entre-temps, tu as continué à publier également dans des revues, et plus récemment un livre qui s'intitule 120 000 hurlements en faveur de Sade. Hein, on y reviendra peut-être. Et à côté de toi, je suis très heureux de retrouver alors Jean-Michel Bragard, j'ai envie de dire un vieux briscard du paysage littéraire, puisque alors tu as entre autres publié beaucoup de textes dans des revues, des nouvelles, des textes proches des milieux oulipiens, pataphysiciens, proches aussi du côté de Liège, de tout le groupe autour d'André Blavier, d'Odette Blavier, on y reviendra, d'André Stas aussi, qui nous a quittés il y a peu de temps. Tu es par ailleurs géologue de formation, tu es attaché depuis de nombreuses années, tu me le rappelais juste avant de démarrer la rencontre, au Musée des sciences naturelles à Bruxelles. Tu es également musicien, flûtiste. Mais ça a son importance et on y reviendra au moment où on parlera du bouquin. Et tu as publié, donc il y a quelques mois, chez Raphaël, chez Boson de X, ce livre, une sorte de road movie, on va y revenir, complètement un peu déjanté, un peu onirique, fantastique, fantasque, magique. Tout ça, ce sont des qualificatifs qui peuvent un peu, on va dire, qualifier ton texte, sous-titré Une fugue, roman songe. Voilà, vous voyez qu'on a des choses à expliciter ce soir. Eh bien, on verra tout ça ensemble. Et il y aura, alors, à la fin de notre rencontre, une petite surprise, mais on verra. Alors, vous connaissez le développement, le déroulement de la soirée. Hein, on va dialoguer pendant une petite heure et puis nous aurons un repas et je vous donnerai la parole à la fin du repas, au moment du dessert. Vous pourrez intervenir et par rapport à l'échange que nous avons eu. Alors, je vais commencer avec Raphaël. Alors, bon, tout simplement, cette maison d'édition, lancée il y a quoi, il y a 7-8 ans à peu près, hein, 2015. Alors, comment est née l'idée et peut-être quel est
d'entrée de jeu, on peut parler du fil conducteur qui traverse le catalogue. Il y a combien de textes pour l'instant? Une vingtaine, trentaine de textes? Voilà. Mais donc, Oui, voilà. voilà. Donc, l'aventure a commencé en 2015. Et donc, comme tu l'as rappelé, donc en 2005, donc j'avais publié dans la collection L'Infini de Philippe Solers cet essai sur Antonin Artaud. Je pense que c'est important de restituer aussi ça. Oui, bien sûr. Donc, la création de cette maison d'édition dans un parcours qui m'est propre, même si je travaille en binôme avec ma compagne Claire Blache, qui est metteur en scène par ailleurs. Mais donc, j'ai un parcours plutôt artistique. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas fait des lettres. Je me suis intéressé très tôt à la littérature, mais j'ai plutôt suivi un cursus artistique. Donc, à Mons, à Saint-Luc, et ensuite à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Mhm. Donc, mon rapport à la littérature est aussi nourri de mon intérêt pour l'art en général. Donc, pour la peinture, pour l'art contemporain, pour la musique, bien entendu. Ce qui fait que, voilà, ça dit déjà quelque chose sur la ligne éditoriale que je vais vouloir développer à travers cette maison d'édition. Voilà. Donc, l'idée est venue du fait qu'on se disait qu'avec des amis, qu'il y avait une place pour des ouvrages hybrides. Donc, des ouvrages littéraires qui ne soient pas purement des romans ou purement des nouvelles ou purement des essais, mais des choses un peu, oui, transgenres. Bon, c'est un mot un peu à la mode, mais bon. Et puis, plus j'avance et plus le terme même d'ovni littéraire me gêne. Parce que quand on y pense bien, tout ce qui fait la grande littérature du XXe siècle, au fond, on pourrait effectivement taxer toute cette littérature d'ovni littéraire. De Beckett, en passant par Joyce, bien entendu, mais même Proust, tout ça, ce sont tous des ovnis littéraires. Donc, l'idée, c'est que la littérature, c'est ce qu'on a envie de défendre, est un laboratoire de recherche. La littérature, c'est une recherche. Au même titre que la peinture. La peinture, c'est de la recherche. Ce n'est pas la reproduction du même, ce n'est pas simplement un objet artistique ou culturel standardisé. Si ça n'est pas une recherche, il y a, à mon sens, peu d'intérêt artistique ou littéraire. Voilà. Mais donc, là, oui, c'est une recherche une recherche, un laboratoire par rapport, on va y venir, mais par rapport à la mise en page, par rapport aux propos, par rapport, par exemple, j'ai vu sur le site que pour l'instant, il y avait beaucoup de manuscrits qui arrivaient. Vous êtes déjà dans une dynamique assez... où en est-on par rapport au choix, par exemple, par rapport au... C'est-à-dire, c'est étrange, parce que, enfin, étrange, et plutôt positif, c'est-à-dire qu'en précisant cette ligne éditoriale, bon, c'est un pari, on ne sait pas ce qu'on va recevoir comme texte, et en fait, on en reçoit encore des tas, effectivement, de romans, de textes hybrides, effectivement, où la recherche est très importante. Effectivement, au niveau de la mise en page, mais au niveau de la structure, donc aussi au niveau de la structure narrative, on essaie de trouver de nouvelles manières de raconter des histoires, puisqu'on vit dans une époque où des histoires, il y en a partout, les séries, donc on a les films, on a eu le cinéma, puis maintenant, dans le cinéma, il y a les séries, et donc les histoires, il y en a plein. Et ça dégage, à mon sens, les littéraires, les romanciers, du devoir de raconter des histoires avec un début, un milieu, une fin, par exemple. Donc tout ça, on est abreuvé, submergé, englouti de tout ça. Donc du coup, on peut effectivement publier et oui, commencer à écrire de l'Italie ou bien des Martin Martin ou des choses un peu plus différentes. Mais ça, c'est une réflexion qu'avait déjà Céline quand il écrit, par exemple, dans l'entretien avec le professeur Y. C'est un petit bouquin où il part déjà de ça. Au fond, l'invention de la photographie a permis aux impressionnistes
de parler tout à fait autrement. Le cinéma doit effectivement nous dégager littéraire de l'écriture balsacienne, mais c'est présent aussi chez Nathalie Sarraute, dont l'ère de soupçon. On est en 1950. Donc, ça n'est en rien nouveau, en fait. On s'inscrit dans une tradition. Et est-ce que ton expérience d'auteur chez Gallimard t'a permis ou t'a servi en tout cas dans l'élaboration de la maison d'édition, dans la création de la maison d'édition? Est-ce que t'a servi est-ce qu'il y a des choses que tu as échangées avec l'éditeur qui t'ont peut-être dit, ça, je ne vais pas faire ça. Ah oui, d'accord. Oui, c'est toute une histoire. Hein. On n'a pas le temps, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que donc si Solers publie ça, c'est par hasard. On l'a fréquenté quand même pendant quelques années. À partir de cette rencontre, de cette publication, on a rencontré un certain nombre d'auteurs qu'on appréciait. On a fondé une revue en ligne qui s'appelait In Situ. Voilà, donc on a essayé de développer tout ça pendant plusieurs années, jusqu'en 2008. Et oui, ça a permis de comprendre un peu mieux de l'intérieur le fonctionnement de l'édition. Oui, c'est ça. Et, je me souviens très bien, donc on discutait avec Solers régulièrement, et il nous disait, voilà, Paradis, même à l'époque, il a fallu être stratégique pour pouvoir publier un texte pareil. Donc, le fait de diriger une revue telle qu'elle, puis l'infini, eh bien, ça permettait de publier des extraits de ce travail énorme, et puis effectivement le publier. Sinon, effectivement, c'était impubliable. Et aujourd'hui, quelqu'un arrive avec un texte pareil, c'est évident que personne n'en veut, sauf nous. Donc, c'est pas vrai. Mais c'est vrai aussi Beckett, Gillenham, c'est invraisemblable, c'est un texte d'une beauté invraisemblable, qui aujourd'hui se dit, tiens, voilà, on publie ça. Donc, bon, on n'a rien à perdre, donc on le fait. Ok. Et alors, je voulais... et après, on va voir un peu comment s'est faite la rencontre entre toi et Jean-Michel. Mais peut-être repréciser quelques petites choses par rapport au métier d'éditeur, parce qu'on ne se rend pas toujours compte, mais là, il y a... En plus, bon, on est passé par des périodes un peu compliquées. Hein, il y a eu le Covid, il y a eu Bon, maintenant, il y a le papier qui augmente, le prix du papier qui... donc là, il y a des défis, il y a des paris qui sont en train de se jouer pour l'édition, même si ça va peut-être un peu mieux maintenant. Mais voilà, il y a peut-être un petit mot quand même sur tout le travail. Il y a la lecture des manuscrits, bien sûr, la réception, le contact avec les auteurs, la promotion, la présence sur les salons. Heureusement, en Belgique, on a aussi pas mal d'initiatives, de salons, d'éditeurs indépendants. Et bon, il y a un peu de tout, on s'y perd parfois même. Mais donc il y a tout ce travail-là, cette présence-là. Vous n'êtes que deux, apparemment. Donc, c'est... Voilà. C'est très bien. Il y a la distribution, la diffusion. Est-ce que vous avez un distributeur ? Oui, on a un distributeur-diffuseur. D'accord. Depuis un an. Ça, on peut peut-être préciser en 2 mots. Ah oui, voilà, ça c'est important. Donc un diffuseur, ce sont des commerciaux qui démarchent auprès des libraires pour effectivement représenter la maison d'édition et donc forcément son catalogue. Un distributeur est quelqu'un qui achemine les commandes. Donc c'est pas la même chose. Donc dans le processus de développement d'une maison d'édition, la première chose, le premier objectif, c'est de pouvoir signer un contrat avec un distributeur. Parce que en Belgique, si vous recevez des commandes, d'exemple, d'un Toulousain qui voudrait 5 bouquins de Jean-Michel, c'est embêtant parce que je vais devoir aller à la poste belge et payer des fortunes pour acheminer. Donc voilà, en France c'est différent, il y a un prix, il y a le prix du livre à la poste et bon, on paye moins cher, mais en Belgique ça n'existe pas du tout. Donc c'est vraiment difficile. Donc le fait de pouvoir travailler avec un distributeur qui va acheminer lui-même, stocker donc les livres dans un entrepôt et gérer des commandes,
forcément, c'est déjà une étape. Étape numéro 1. Mais évidemment, tout ça, ça ne permet pas au livre d'apparaître en librairie, donc de rencontrer son public potentiel. Donc évidemment, le Graal, c'est, entre gros guillemets, c'est de pouvoir signer un contrat avec un diffuseur. Donc voilà. C'était pas gagné, mais... c'est fait maintenant, c'est fait. fait. Mais donc du coup, voilà, forcément, le tirage est plus important. Donc les coûts sont d'imprimeur, d'impression. Les retours, évidemment. Donc, il D'accord. faut que le rapport soit rationnel. C'est-à-dire que si on voudrait, évidemment, si on espérait avoir 5 livres dans telle librairie en France, ce n'est pas rationnel. Parce que le libraire dit, mais oui, mais je vais en vendre 2 ou 1. Alors, ça veut dire s'il en vend 2 et qu'il y en a 5, il y en a 3 qui reviennent. Donc, les 2 qui ont été vendus vont payer les 3. Ah oui, mais le retour des 3 invendus. Donc c'est quand même toute une réflexion qui nous éloigne bien de la littérature, évidemment. Mais bon, heureusement, il y a les manuscrits, il y a les textes. Et le rapport aux auteurs. Voilà. Et ça, c'est la chose la plus passionnante, évidemment. Alors, mais justement, on a un de tes auteurs ici, Jean-Michel Bragard, avec ce texte Lolitalis. Alors, Jean-Michel, peut-être, comment s'est faite cette rencontre avec Raphaël? Parce que je sais que ce texte, il est dans tes cartons, on va dire, depuis un petit temps. Et voilà, il a ressurgi, il a surgi par cette rencontre avec Boson, avec Boson de X. Oui, donc c'est un texte que j'ai écrit quand j'avais entre 29 et 33 ans. Donc comme je suis né en 60, ça nous fait au début des années 90. Et qui est parti tout entier de ce mot valise Lolitalis, qui m'est venu donc dans cette période-là où j'avais déjà fait un alphabestiaire au Délibule et j'avais déjà, comment dirais-je, pu exercer l'artisanat concret de la poésie. Et donc, c'est vraiment parti d'un sonnet que j'ai écrit sous ce mot valise, un peu à la Gainsbourg. Stas m'a dit que Gainsbourg avait peut-être déjà fait ce mot-là, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet et je l'avais trouvé une occurrence, c'était le début d'Internet et des PC portables, etc. J'avais trouvé une occurrence de ce mot valise, Lolitalice, qui était dans une espèce de pièce de théâtre en italien. Et puis, j'ai eu d'autres poèmes qui, curieusement, j'avais écrits après mon alphabestiaire, donc au Délibule, et qui étaient aussi des poèmes un peu de peine amoureuse, où c'est souvent comme ça. Les poètes ont beaucoup de difficultés souvent dans leur vie sentimentale, c'est assez récurrent. Ou bien alors ils tournent homosexuels, enfin c'est une façon de parler, ils le sont d'entrée de jeu, mais maintenant peut-être transgenre, mais ça je n'ai pas encore essayé. Et donc, par un cru hasard, je me suis rendu compte que les poèmes que j'avais plutôt pour un recueil pouvaient s'agencer dans un texte, et je ne sais plus très bien comment, mais les poèmes eux-mêmes ont amené la structure du conte. C'est un peu un conte poétique. C'est pour ça que j'appelais ça un romansonge, parce que c'est pas un roman, c'est un mensonge pour trouver un éditeur. Si vous cherchez un éditeur avec un conte poétique, c'est pas la peine du tout. Et surtout non plus qu'un recueil de nouvelles, c'est la catastrophe. Et alors encore pire qu'un recueil de nouvelles, c'est un recueil de poèmes. Alors là, c'est vraiment la catastrophe. C'est très difficile d'éditer de la poésie ou des contes, surtout pour adultes, mais qui n'ont pas le côté qui serait intéressant pour adultes. Vous voyez ce que je veux dire? Mon texte n'a rien d'érotique. Ou des recueils de nouvelles. Bref, à l'époque, quand je termine le texte, j'avais 33 ans, l'âge du Christ, donc je fais une dépression, et je m'en rends compte à ce moment-là que je suis cocu. Donc j'étais tellement dans mon texte et tellement passionné par le Lolitalis que je ne me suis pas rendu compte que ma compagne de l'époque allait développer des photos chez un voisin qui est un photographe très célèbre, dans sa cave avec du papier barité, etc. Vous savez, un petit peu comme dans le film de Woody Allen, là, où Barcelona, etc., là où il y a le gars qui est avec les 2 filles. Enfin bon, je ne vous passe ces détails, mais c'est magnifique. Et donc, je termine le roman,
Et ma vie réelle me revient en pleine face et je me prends une dépression. Je ne savais pas ce que c'était. Parce que pour un géologue, une dépression, c'est un truc de psychologue, vous comprenez? C'est pas un scientifique sérieux ne fait pas une dépression. Bon, et donc, je suis envahi par cette dépression. Le musée de sciences naturelles où je travaille depuis 40 ans me sauve la vie comme plusieurs fois dans ma vie parce que je vais animer avec des groupes. Il y a toute la vie sociale et d'animation qui me... Et puis, je laisse ce texte de côté et je n'écris plus que quelques poèmes de circonstances. Parce que quand vous faites une dépression, ben, ça vous coupe la chic. Donc j'avais la chic coupée, je n'écrivais plus, sauf à mon mariage. Après, ça allait déjà un peu mieux. Donc j'ai écrit ce qu'on appelle les vers de circonstances. Et puis, je vais de mieux en mieux, et X années après, je me bloque le genou, je reste chez moi pendant 3 semaines, 1 mois, donc le musée de sciences naturelles me laisse respirer 1 mois dans ma vie, où je ne dois pas tout le temps aller animer des groupes et où on se fait un peu pomper comme ça jusqu'à l'os par les grandes institutions fédérales du pays, hein, où on est à moitié mort, quoi, tellement on est sucé au niveau de l'énergie, voilà. Et revivant un peu, je reprends mon texte et je me dis, bon maintenant, cette dépression d'il y a 30 ans, elle va peut-être quand même se cicatriser, je vais peut-être pouvoir replonger dans ce texte. Parce que pour moi, le texte était vraiment lié au fait que je n'avais pas vu ma vie réelle, vous voyez, donc j'étais vraiment le romancier qui s'était perdu dans son aventure et qui n'avait pas vu sa vie concrète. Et cet l'Italie m'avait quand même joué de fameux tour, quoi. Bon, cette petite fille-là, bon. Et donc, je commence à chercher un éditeur. Alors là, c'était vraiment l'enfer. J'ai cherché pendant 3 ou 4 ans. J'ai à peu près 30 ou 40 lettres de refus. Et donc, voilà, j'ai évidemment essayé Gallimard, tous les grands éditeurs, puisque j'avais déjà édité à 28 ans au Daily Bull dans le Hainaut, ce qui est quand même très important. Le Daily Bull, il y a quand même Paul Bury, Alechansky, Achille Chavet. Donc, je crois que j'étais un auteur reconnu. Pas du tout. Je suis retombé à la case 0. J'ai été ennuyé, pour parler poliment, tous les libraires de Liège, plus ceux de Bruxelles, etc., en leur déposant mon manuscrit. Donc chez Pax, ils ne savent plus me voir. Je passe à porte. Pax, c'est la grande librairie de Liège, hein, universitaire, etc. Et donc je suis refusé absolument partout. Et j'essaie de comprendre quel est l'objet que j'ai écrit et chez quel éditeur je devrais susciter, quoi. Enfin, tenter ma chance, parce qu'il faut comprendre aussi quel est le produit qu'on avance. Où est-ce que je me situe? Chez quel type d'éditeur je dois aller? C'est pas un roman policier, c'est une forme de conte, mais c'est pas un conte pour enfants. Et je demande conseil à Francis Danemark, qui est décédé depuis. À peu près tous les gens à qui j'ai demandé conseil sont décédés depuis assez peu de temps après m'avoir donné leurs conseils. Et donc, méfiez-vous. Et donc, Francis Danemark me dit, c'est un texte pour enfants. Combien allez-vous en vendre tel qu'il est? Moi, je ne sais pas que j'aurais une maquette pareille, un éditeur génial, évidemment. Et il me dit, si vous en vendez 100, c'est magnifique. Je ne sais pas si on a dépassé les 100 exemplaires. Mais il me dit, c'est un texte pour enfants, vous devez réécrire une version pour enfants, etc. Moi, j'étais quand même un peu déçu, parce que c'est quand même un texte aussi pour adultes. Et donc, à ce moment-là, Francis Danemark me fait quand même vraiment une... j'avais engagé, hein, j'ai rémunéré et tout. Comme critique littéraire, il m'a vraiment déjà un peu aussi aidé à me situer. Et puis, c'est par ma compagne de l'époque, Dorothée Lambinon, que j'ai rencontré le couple Claire Blache et Raphaël Denis. Donc Dorothée, bon, c'était une liégeoise qui avait une yourte comme ça, donc c'est ma période ésotérique. C'est juste avant le Covid, hein, j'étais dans les yourtes, elle faisait de l'hypnose, elle lisait dans les cartes. Enfin, je ne vous raconte pas tout, mais c'est une très bonne poétesse. Elle était même une très bonne poétesse. Et c'est une amie de ce couple. Donc on est allé à Spa. J'ai pris, moi, en désespoir de cause, une espèce de manuscrit que j'avais moi-même photocopié en me disant on va quand même tenter la chance. Parce que chez lui, c'était catastrophique. La première fois que j'ai été chez eux à Spa, en apéritif, on a eu du jus de betterave. Ce sont des végétariens. Et ils ne buvaient plus d'alcool. Après, j'ai réussi à le réemmener, boire un Porto, etc. Je sais un peu ce qu'il boit. Regardez, il boit du vin blanc. Mais au départ, c'est un couple complètement bizarre. Tout à fait écolo, bio, bobo, végétarien, vegan, je ne sais pas quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais là avec Dorothée à Spa dans sa galerie d'art, parce qu'ils ont aussi une galerie d'art. Je me dis, mais où est-ce que je suis tombé? Et ils n'avaient que des Verviétois, parce qu'ils sont à Liège, mais il n'y a que des Verviétois qui viennent à leur truc. Bon, moi je suis Verviétois d'origine aussi.
Et donc, finalement, c'est eux qui ont lu le texte et qui ont dit que ça tenait la route. Et ça, pour moi, c'était extra. Donc, j'ai décidé d'éditer. Mais j'avais aussi compris, avec l'expérience, que ce qui est important, c'est d'être édité. Si vous prenez Eugène Savitskaya, qui est un poète maintenant, un poète liégeois, mais qui est sur Bruxelles, qui est reconnu, qui a été aux éditions de Minuit, etc., il a commencé aux ateliers de l'Agneau. C'est pas bruxellois qui connaît les ateliers de l'Agneau, à part. Et donc, chez Jacques Isoard, ah oui, à part Liane Pochet, etc. Et donc, ce qui est important, c'est de trouver une bande de copains et de faire des soirées à Bruxelles, à Liège, à Verviers ou quoi, mais de trouver, d'être édité, voilà. Même si c'est un petit éditeur, même si vous êtes édité à 30 ou 40 exemplaires dans une revue ou quoi, c'est très important. Même si on boit du jus de betterave, Voilà. soirée. Voilà. Voilà. Mais je préfère ton jus de betterave à toi, hein, franchement. Alors, tu parlais justement, alors non, mais c'est amusant parce que tu parles de cartes, de tirage de cartes, de yourtes, etc. Alors, c'est très difficile de parler du livre de Jean-Michel, ou en tout cas d'en dessiner la trame. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'évoquer justement ce roman-songe. Qu'est-ce que recouvre alors ce terme qui, en fait, colle parfaitement au texte. Hein? Encore faut-il le lire pour comprendre pourquoi cette formule, ce terme de roman-songe colle très bien au livre, parce que on est à la fois, alors on l'a compris, hein, Lolitalis, on est dans la contraction, dans le mot valise de deux héroïnes, Alice et Lolita de Nabokov, Alice de Lewis Carroll, avec ce côté ingénue, un peu nymphette aussi, hein, mais tout ça dans une sorte de road movie onirique. Puisque on se déplace beaucoup. C'est ça que je voulais que tu dises un mot justement sur ce voyage qui... tu nous transportes, tu nous fais voyager. Alors physiquement, puisqu'on traverse le sud de la France, l'Italie, on revient du côté de Liège, dans les Fagnes, etc. Donc on voyage, mais on voyage une sorte de songe permanent, à la fois sur les traces de Lolitalis, qui cherche quelque chose, qui est accompagné d'un monsieur, mais aussi on traverse la littérature, parce qu'il y a deux choses, à mon sens, dans ton livre, qui s'entremêlent constamment, c'est le voyage par le biais du livre et le voyage par le biais du songe. Mais je te remercie pour cette question courte, Ronnie. J'essaie de me souvenir de l'intégralité et de synthétiser. Bon, d'abord, pour terminer, parce que tu as commencé avec la yourte. Pour terminer, comme je le disais, j'ai découvert la psychologie ou les états dans lesquels on peut être, même si on est scientifique et qu'on a un socle comme géologue, on a un socle sur le sol et même dans le sous-sol. Donc j'ai toujours eu besoin dans ma vie, ça remonte à l'adolescence, d'avoir des bornes. J'ai besoin d'être borné. Hein, bon. C'est-à-dire que j'ai besoin de certitude. Durant la crise du Covid, et moi toujours maintenant au muséum, comme je suis toujours guide animateur avec des enfants tous les âges, je leur dis, écoutez, les scientifiques se sont très mal vendus pendant le Covid, la science, elle a des certitudes. La formule de l'eau, c'est la même depuis 200 ou 300 ans, elle n'a pas changé. Arrêtons de dire que la science fluctue tout le temps, la science est faite d'un tas de certitudes, et puis au sommet de certaines disciplines scientifiques comme la médecine, on a des difficultés avec des nouveaux virus. Bon, mais sinon, la science, c'est quand même un socle cartésien, premièrement. Deuxièmement, les écrivains qui m'ont toujours passionné sont aussi des scientifiques. Boris Vian était ingénieur métallurgiste, c'est pour ça que les fenêtres repoussent dans l'écume des jours, c'est quand même pas n'importe qui a des idées comme ça, d'avoir des fenêtres qui repoussent d'elles-mêmes du verre qui se refait, c'est bien une idée de métallurgiste. Queneau est un philosophe, mais il dirigeait tous les volumes de la Pléiade et il relisait les volumes de chimie et d'astronomie, etc. Donc, ça fait 40 ans que j'essaie d'être un scientifique. Déjà, quand j'étais étudiant en géologie à Liège, j'essayais d'être un scientifique. Donc, je suis un éternel scientifique en apprentissage. C'est une première chose. Alors, pour en revenir à l'ésotérisme,
Donc, d'une part, la dépression, et puis après, le fait de découvrir que des gens avaient une psychologie. Moi-même, j'avais une psychologie, ça m'a beaucoup surpris. J'ai une psychologie propre que j'essaie toujours d'apprivoiser, après plusieurs thérapies, etc. aussi, bien sûr. Je pourrais me définir un peu comme mésotérique. Voilà, mésotérique, vous voyez, ésotérique, mésotérique. Je suis un fan des mots valises, hein, je les consigne comme ça dans différentes gares en Belgique. Voilà. Donc, il y a les Bobbio. J'habite dans un quartier Bobbio, par exemple, tu vois, dans l'Aveu à Liège, voilà. Et les gens, par exemple, on vous dit, il paraît qu'il y a des homophobes. Je ne suis pas homophobe, je suis hétérophile. Hétérophile. J'apprécie c'est un système des couples hétéros, je suis hétérophile. Voilà, vous voyez, donc, les mots et leurs racines, leur étymologie vous permettent énormément de... Alors, après, quelle était la suite de ta question? Non, mais là, il y a Le songe, le roman. le songe et la littérature. Le roman. Songe et littérature. Oui. Voyage et littérature. Oui, donc dans le roman, vous avez trois parties. Il y a le roman qui est un conte en prose, et les poèmes peuvent se lire dans le droit fil du texte. Donc ça, c'est ça qui m'a surpris, c'est que les poèmes peuvent se lire à la suite de la prose. Mais je vais vous expliquer un phénomène incroyable et sur lequel je vais encore travailler. Surtout comme poète qui manque de prose, parce qu'un poète manque un peu de prose. Bon, malgré les vers libres, etc., on n'écrit pas tout le temps en alexandrin, mais... eh bien, quand j'avais eu chez Pax et chez d'autres éditeurs, vous montrez votre manuscrit et dans un roman qui fait quand même 150 pages, il y a un poème qui apparaît. Même un vers. Imaginez que vous faites un texte de 150 pages en prose et dedans vous faites une citation, mais comme Lewis Carroll, l'Alice au Pays des Merveilles, il y a des comptines dedans, il y a des petits poèmes, des petites chansons. Dès qu'un éditeur actuel voit ça, il voit un seul vers. Le vers est dans la pomme. Le vers est dans la pomme de la prose. C'est fini. Il voit un vers dans votre texte, ce n'est plus un roman, c'est la poésie. Et il vous dit comme ça, c'est la poésie. D'un air dégoûté, hein. Bon. Donc, j'ai triché et j'ai transcrit mes poèmes en prose. Au début du texte. J'ai proséifié la poésie, ce qui est honteux pour un poète, c'est dégueulasse. Eh bien, ça marche magnifiquement. Vous prenez des poèmes, prenez du Victor Hugo, écrivez-le à la suite, vous allez voir, vous allez écrire un roman ou une nouvelle ou quoi, et personne ne se rendra compte que c'était les Alexandrins. Ça passe au bleu comme ça, c'est magnifique. Donc, il faut proséifier la poésie, ça vous permettra déjà de faire pas mal de... Mais oui, mais alors, parce que Raphaël, tout à l'heure, au début de l'entretien, me parlait de textes hybrides. Voilà, alors là, on y est en plein, Oui. puisque tu alternes effectivement de la prose, de la poésie. Il y a aussi tout un jeu sur les caractères. Il y a des caractères en italique, il y a des caractères... Voilà. Donc ça, c'est aussi le boulot, je sais pas. Non, c'est mon idée, c'est un code aussi. Tout ce qui est en italique, ce sont les poèmes. Tu n'as pas eu beaucoup de boulot pour la mise en page du texte. Là, tu me brûles les étapes. Attends, oui, mais il faut avancer, Jean-Michel. Il faut avancer. Parce qu'on a avancé. Je dois avancer, mais ne nous emballons pas. Non. Pour des questions de clarté de lecture, tous les poèmes, et alors il y a des rêves aussi, donc tous les rêves sont écrits en italique. Et le texte est en romain, monsieur. La prose est en romain, comme ça qu'on dit. Alors après, vous pouvez très bien sauter les poèmes, parce que bon, ça a beau être un texte qui s'appelle Lolitalis, il n'y a rien à sauter là-dedans. Donc au moins, vous pourrez sauter les poèmes. Hein. Vous pouvez ne pas les lire en même temps, les lire après, les lire après. Et puis, les rêves aussi. Donc, il y a 3 romans pour un seul bouquin. Vous avez à la fois le conte poétique, un recueil de poèmes et un recueil de rêves. C'est extraordinaire. C'est tout ça pour la modique somme de 21 €. Avec une couverture en couleur. Et avec un layout à tomber mort. Parce que Raphaël a réussi à découper ce texte improbable et on arrive à le lire. Moi-même, j'arrive à le lire maintenant. Je n'avais jamais... Quand c'était en format A4 comme ça, en manuscrit, que vous avez votre tapuscrit, comme on dit, hein, j'ai appris ça dans le milieu que nous, le tapuscrit, je n'arrivais pas à me relire. Mais c'était illisible. Et maintenant, il a fait une découpe géniale. Et puis, je ne vais pas encore parler de la couverture, je ne vais pas te tirer la couverture à moi, hein, ni lâcher le texte sur l'hybride.
l'hybride. Très bien, Voilà. très bien. Et donc, ce qui est fantastique dans l'idée du rêve, c'est que c'est ça qui m'a frappé aussi avec ce texte, et c'est énormément grâce au muséum. Tout ce que j'écris vient du muséum sur Saint-Turel, où je travaille depuis 40 ans. C'est une source d'inspiration incroyable. D'abord, il y a plein de géologie, je ne m'en suis pas rendu compte. Il y a plein de géologie dedans, et je dirais c'est un roman géologique et vintage. Ça, il faut dire aussi pour vendre. Musical. Il y a une musicalité qui vient de la poésie, mais... Tu es musicien, je l'ai rappelé tout. Oui, c'est vrai. Oui, je suis musicien, enfin amateur aussi, mais je suis plus loin dans mon travail. J'ai plus de maturité en poésie, en écriture qu'en musique. Là, je continue toujours à travailler en musique, mais je suis... Et alors, l'idée du songe, et ça, on en a parlé tous les deux tantôt, Ronnie, c'est l'idée de l'enfance. C'est pourquoi tellement séparer la littérature pour enfants de la littérature adulte? Parce que j'ai un autre projet maintenant avec des devinettes zoopoétiques, voilà, le mot vous dit tout. Et je viens d'en parler avec Karl Norack à Ostende. J'ai eu la chance de passer après un après-midi avec Karl Norack, qui est le plus grand poète pour enfants en Belgique. C'est le fils de Pierre Coran, mais bon, c'est un gars extra. Il m'a dit, ne crois pas que les enfants ne savent pas lire. Les enfants savent lire des poèmes beaucoup plus compliqués que ce que on leur prémâche parfois. Et donc, ça doit être ce côté enfant qui est resté chez moi. Oui, j'ai de la chance, je suis resté un homme enfant. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'idée du rêve. Donc ce texte est en fait une espèce de procuration de voyage. Voilà. Je n'ai pas eu le courage à 30 ans de partir où mon père ou ma mère m'avaient emmené, la famille à Nice, et puis en Provence, et puis aussi en Toscane, parce que c'est grâce à mes parents de toutes sortes, de tous côtés, puisque je suis un enfant divorcé, j'ai une très très grande famille. Eh bien, c'est grâce à eux que j'ai découvert Nice, Aix-en-Provence, la Fondation MACT, à Saint-Paul-de-Vence, etc. Et c'est donc toute ma nostalgie de ces régions où je n'ai pas osé partir. En fait, je pars avec un baluchon et ma fut traversée comme je n'ai pas osé le faire dans ma vie réelle. Donc c'est vraiment le voyage par procuration. Alors, on a dit beaucoup de choses sur le livre, mais ce serait bien qu'on entende un extrait. Alors, pendant que tu prépares, parce que je sais que c'est un lecteur que tu connais ou que Raphaël t'a... Voilà. On va écouter un petit extrait de 2-3 minutes, mais pendant que tu prépares l'entretien, je voulais... Est-ce que, quand tu as lu ce texte, Raphaël, c'était une évidence pour toi de le publier? Est-ce qu'il y a eu un travail? Non, tout de suite. Ça arrive. Oui. Ça arrive avec Solferrière, dont Oui. on en parlera tout à l'heure, mais voilà, il y a certains textes, ou celui de Serge Delève, voilà, ce sont des textes qui arrivent comme ça, et c'est évidemment des choses qu'on a envie de promouvoir, qu'on a envie de voir réaliser. Et donc, mais aussi, non seulement par rapport à l'histoire, qui est très touchante, parce qu'il est très pudique par ailleurs, hein, notre cher Jean-Michel. Ouais. Donc, mais c'est un livre très touchant qui parle aussi du temps qui passe, des générations, de la nostalgie de l'enfance. Et aussi, c'est aussi très bien écrit. Donc, c'est une très belle prose et une très belle poésie. Donc, c'est un style aussi. Et donc, voilà, ça s'impose. Santé. Alors, peut-être tu peux nous dire donc qui est le lecteur. On va écouter un petit extrait donc d'un comédien. Donc, oui. C'est un gentil monsieur qui s'occupe d'une radio à Lille, qui s'occupe d'une émission qui s'appelle Palude. Et donc, il chronique régulièrement nos ouvrages, mais des tas d'autres, évidemment. Et il lit des extraits, mais il en fait aussi le résumé, il en parle très très bien. Voilà, c'est très agréable de l'écouter. Et donc, on va vous partager ça. Un soir, alors qu'il y a très peu de monde, je remarque une fillette adorable, espiègle, d'un blond éblouissant. Elle éclate de rire à chaque apparition d'Ubu qu'elle appelle Papo, Papa, Papino. Elle doit être particulièrement futée pour piger cette intrigue à son âge. Elle est venue avec un couple de gitans qui ont l'air toujours tristes, même lorsqu'ils sourient.
À l'entracte, je leur offre à boire au bar du Guignol. Ils ont recueilli cette très jeune fille au bord d'une route de campagne en Auvergne. Depuis, elle ne les a plus quittés. Elle les appelle maman et papa gitan et refuse obstinément de dire son prénom ni d'où elle vient. Cependant, leur français est plus qu'approximatif et leur explication confuse. Ils descendent ce soir vers Pise, via Gênes, en roulotte avec leur cousin Peppo. Ils sont d'accord de m'emmener. Pendant tout le deuxième acte, je me ronge les sangs, puis brusquement je me décide. Je vais voir Giacomo pour lui signifier mon départ définitif. Le temps de rassembler mes affaires, d'embrasser mes patrons provisoires, on promet de s'écrire en italien. Ça y est, on est parti avec Lolitalis. Petite, impunément, tu trembles, tu grelottes. Mais ton sang météore illumine mon sang. Ton regard dans les airs ivre de sommeil flotte, comme un oiseau brûlé au soleil des amants. Mi-assise couchée au banc d'une roulotte, dont le moindre chaos te porte au firmament, tu minaudes de 13 ans au nez de ta maman, et moi je deviens fou dans le hou des hulottes. À Florence, à Padoue, à Rome, tu es brune, mélange de candeur, alliage de brume, et du feu des enfers, tu me précipitas. Mes jours y sont comptés par une vieille dame, toi, mon lot, toi, ma lie, ma Lola Lolita. Alice dans mon cou parachute une lame. Pendant toute une partie de la nuit, alors que tout dort autour de nous, je contemple alternativement sa chevelure enflammée qui lui fait comme une auréole sélénite et la nappe noire du ciel piquetée d'étoiles. Infiniment, je m'interroge. A-t-elle 13, 10 ou 8 ? Jamais je ne pourrai l'écrire. Mais son amour, qu'il me dise oui, sera platonique à mourir. Car Alice commence où Lolita finit. Quand les premiers rayons du jour poussent timidement le bout du museau, elle seule se réveille, s'assied à côté de moi, met spontanément sa main dans la mienne, et je lui dis des trucs fous. En pleine campagne, nous partirons tambour bâillant, de par les bois à travers champs, sautant des torrents de fromage, et nous irons dans l'allégresse chercher des fleurs et des myrtilles, et tremper nos blanches chemises. Nous déchirerons les abacs, baissant la culotte à la reine. Nous découperons l'échiquier et nous avalerons le roi. J'aime tant le bruit des ciseaux. Et quand nous serons au sommet parmi les cieux et les paupières, nous pisserons dans les nuages et nous soufflerons de la neige. Aux poudres, je mettrai le feu. Au lourd fardeau de tes deux joues, avec la brosse et le cirage, nous partirons, tambour ballant. Voilà un extrait de cet ouvrage de Jean-Michel Bragard intitulé Lolitalis et sous-titré La Fugue, paru aux éditions Boson de X. Voilà. X. Jean-Michel Bragard se définit lui-même, comme nous l'indique la 4e de couverture, comme géologue de salon, poète de... Alors, c'est vrai que la lecture est très parlante parce que, voilà, après vous avoir parlé du texte, on entend la langue de Jean-Michel et effectivement, ça résonne. Mais voilà, je pense qu'on a compris que l'aspect poétique, tout le jeu sur la langue, le jeu sur les références aussi, on pourrait en parler encore, puisqu'il y a plein de références aussi à des auteurs, des clins d'œil, des ricochets sur des auteurs qui te sont chers. Enfin, il y a Jarry, il y a des références bien sûr à Lewis Carroll, à Calvino, à Blavier, etc. Donc, effectivement, on a même des références. Bon, voilà, on peut aller très loin. Et c'est aussi tout le plaisir du lecteur, c'est de naviguer, de déambuler dans cette prose, cette poésie, pour y aussi dénicher une petite référence à Voltaire, ou même en peinture. Et puis, alors, je parlais de la musique, mais évidemment, c'est un voyage que tu nous proposes, mais quand tu sous-titres La Fugue, c'est une fugue musicale aussi, évidemment. En tant que flûtiste, je pense que on y est, quoi. J'étais très heureux parce que ma nouvelle compagne m'a dit que c'était fluide et que c'était gai aussi. C'est un texte qui est gai, qui est heureux. Et donc moi... Les textes, certains des poèmes, il y a comme ça un peu une nostalgie, mais il y a aussi cette folie, un peu une folie transgressée, et il y a vraiment une gaieté.
Alors, en ce qui concerne le Baron Perché, il faudra que je le relise, mais moi j'avais lu ça il y a 30 ans et j'étais en plein dedans. C'est fabuleux, d'Italo Calvino. C'est un baron qui décide d'aller vivre dans les arbres et qui ne redescend jamais. Hein, et il vit comme ça dans ce que j'appelle le plancher des oiseaux, ou c'est peut-être lui, mais... Et donc j'ai carrément pris un personnage d'un écrivain important et je l'ai mis dans mon roman pour qu'il se vende mieux, évidemment. Hein. Bon, pas du tout, hein, je rigole, mais... Et donc j'imagine que le Baron Perché capture Lolita Lys. Et voilà, et son frère m'explique que c'est normal et qu'il va me la rendre, et moi je suis extrêmement malheureux. Et c'est après qu'on ait fait une chute de la tour de Pise. Bon, voilà. Mais écoute, voilà, c'est un texte, je pense, qui illustre très bien la ligne de conduite de Boson de X. Hein. Mais alors, parce qu'on est tenu, et tu vois que ça avance, ici à la Maison de la Francité, on ne se refuse rien. Et la petite surprise, c'est qu'on a un autre auteur dans la salle, autre auteur qui fait partie on parle de l'écurie Boson de X, hein, l'écurie éditoriale, et un livre tout récent, ici, paru il y a quoi, il y a 3 semaines, un mois, oui, un mois, de Sol Ferrière, 2 contes d'Aride et de Moisy. Alors je vais demander à Sol de nous rejoindre. Oui, il peut alterner avec moi, il peut venir ici. Hein. Oui, viens. On va terminer avant le repas avec... mon nouveau pote bruxellois. Avec Sol, qui lui est bruxellois, qui est plutôt issu aussi du milieu de l'illustration, du graphisme, puisque Sol, je pense que tu enseignes ici à Bruxelles le dessin. Oui, tout à fait, j'enseigne le dessin en école d'art à Saint-Luc. Voilà. C'est à Bruxelles, oui. Et alors, effectivement, ce texte que j'ai reçu là, il y a peu, qui se lit d'une traite aussi, j'ai envie de dire, où on retrouve voilà, ce dont tu parlais, Raphaël, ce côté hybride, ce travail sur la mise en page, sur le texte. Alors, tout simplement, c'est très facile, je vais ouvrir une page. Voilà ce que ça peut donner. Une question, Sol. Est-ce que ce dispositif sur la page s'est imposé assez facilement pour toi, directement, ou bien il y a eu des tentatives, d'autres mises en page envisagées? C'est un peu difficile de répondre, mais parce que moi, je vis ça de l'intérieur, évidemment. Mais moi, j'ai d'abord... à l'origine, moi, j'ai envie de raconter. Donc moi, ce qui me motive, c'est de raconter des histoires. Donc je suis un conteur. Donc je suis un peu comme Jean-Michel, je ne me vois pas du tout comme un romancier. Hein, je ne me vois pas comme quelqu'un qui établit des intrigues très complexes. Hein. Je me vois comme un conteur. C'est pour ça que ça s'appelle des contes. Mais à l'origine, moi, je racontais de 2 manières. C'était par la bande dessinée, donc par des dessins. Et alors, dans la bande dessinée, le texte est déjà présent aussi, hein, d'une manière propre à la bande dessinée, qui est le phylactère. Hein. Et puis, j'écrivais aussi déjà. Et j'écrivais de manière classique, en paragraphe classique. Et un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, Ça va, vous m'entendez? Ça fait depuis 10 minutes que je parle dans le silence, il n'y a personne qui réagit. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'appelle le paragraphe classique, c'est-à-dire le paragraphe à la Balzac, à la Flaubert, ça ne me convenait pas du tout parce que c'était... moi je suis quelqu'un, ça vient de ma formation d'auteur de bande dessinée, d'auteur-dessinateur. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. Et donc, quand je formule une phrase, je la vois tout de suite comme quelque chose qui a un impact visuel. Je la visualise. Donc, je ne suis pas un faiseur de belles phrases. Pas du tout. C'est pas du tout mon trip, quoi. Et donc, moi, j'aime raconter. Et donc, je me suis rendu compte que le paragraphe classique, ce que j'appelle le paragraphe classique, il fallait que je fasse une croix dessus. Et j'en suis revenu à raconter au moyen de cases, les cases de la bande dessinée, mais je les ai remplacées par des textes, par des phrases. Et oui, alors tu m'avais envoyé
le petit dossier de presse, on parle de phrase action, et c'est un bon terme, c'est aussi un terme très bien choisi pour tes phrases qui sont cinglantes. Hein. Il y a une fulgurance qui fait qu'on lit ce texte finalement d'une traite avec ce débit. Alors, je propose peut-être que tu nous lises un extrait du livre, si tu... Je vais faire ma petite place ici parce que je dois prendre la place de Jean-Michel. C'est pas évident du tout. Alors oui, c'est un peu imprévu, c'est un peu... voilà, mais c'était intéressant de voir deux textes justement de l'éditeur et tu étais présent, tu es là avec nous. Voilà. Bon, alors je vais d'abord commencer par vous expliquer que les deux contes ici racontent les aventures de deux personnages qui sont des personnages abominables. Vous m'entendez? Oui. Donc ce sont deux personnages abominables. L'un s'appelle Arthur et l'autre s'appelle Robuste. Hein. Ça plante déjà le décor. Alors, Arthur, c'est un psychopathe et Robuste, c'est un obsédé sexuel. Voilà. Comme ça, vous savez déjà de quoi il s'agit. Alors, Arthur, son grand plaisir dans la vie, c'est d'égorger les gens. Et son moyen le plus pratique qu'il a trouvé, c'est de se laisser pousser les ongles et de les aiguiser en pointe. Et c'est très pratique pour lui, évidemment, vu son petit plaisir. Alors, il n'arrête pas de faire des conneries. Hein. Il fait connerie sur connerie. Et donc, quand il sort de chez lui, il est poursuivi, il est traqué par la ville entière. Alors ici, il est... au moment où je vais vous prendre l'extrait que je vais vous lire, il se trouve poursuivi parce qu'il n'a pas arrêté de faire des conneries, évidemment. Et alors, il se trouve dans un quartier de la ville. Il faut savoir qu'il vient d'un quartier qu'on appelle les bas quartiers. Quoi. Il vient des bas quartiers de la banlieue crasseuse. Et surtout, tout d'un coup, dans un quartier qui le surprend. Le quartier n'est pas dénommé comme tel, mais en fait, ce sont les beaux quartiers. Quoi. Ça va. Et donc, il raconte l'histoire qu'il vit à la première personne. Donc, l'histoire est racontée à la première personne. Donc, je prends le récit ici. Les maisons, les gens, les voitures étaient bizarres. Mais je n'arrivais pas à expliquer pourquoi. Loin, arrivé dans une rue adjacente, je compris. Tout ici était plus réel que chez moi. Tout était plus net, plus actuel, plus vivant. Cette cité ne semblait connaître ni les spectres, ni les fantômes. Le mal en était absent. Je tournai mon visage vers le soleil. Lui au moins m'était familier. Il grilla ma peau de sa généreuse tendresse. Cela me revigora. Je poursuivis mon exploration de la cité sans ombre. Je déambulais comme invisible, comme insu de cette partie du monde. J'étais comme un mirage, une entité impossible. Le spectre, c'était moi. Un spectre assoiffé de malheur. Avide de trouver une victime, j'examinais les passants. Il me sembla devoir préméditer mon prochain sacrifice. Moins il serait dû au hasard, plus élevée serait la satisfaction. Une plaque en métal, vissée au mur, attira mon attention. C'était le cabinet de consultation d'un psychotruc. J'entrai dans l'immeuble et montai à l'étage. Le truc me fit patienter sur une chaise. Mon tour venu, je lui montrai mes doigts tendus. « Pathologie bien connue, me répondit-il. La maladie opposée de ceux qui se les rongent, continua-t-il. Êtes-vous anxieux ?»« Pas du tout. »« Je ne me suis jamais senti aussi bien, lui dis-je. Il prenait note de mes paroles. Il me demandait de lui raconter mon enfance. Cela fut vite fait. Mon père était ferrailleur. Petit, je jouais dans les carcasses de voitures. Ma mère, je l'avais à peine connue. Il me posa plein de questions. Sur mon hygiène, mon alimentation, mes satisfactions. Je lui racontais comme il le demandait, avec tous les détails. Mon attirance pour les pas affolés devant moi. Mon plaisir à me lécher les ongles ruisselants de détresse. Il ne prenait plus note. Il me regardait de ses yeux fixes. « Ha, ha, ha !» dis-je. « Vous n'êtes pas ravi de faire ma connaissance ?»
Il se leva, recula doucement, faisant bouclier de son siège. « Surtout restons calmes, dit-il. Ne bougez pas, et tout se passera bien, continua-t-il. Il reculait encore. Je me levai à mon tour. Je lui dis, « C'est toi qui vas rester calme et ne pas bouger. » Je lui montrai mes tatouages. Il devint tout pâle, faillit avaler sa langue. Les pathologies connues se bousculaient dans sa tête. « Assieds-toi là, fis-je, en lui indiquant une chaise. Si tu cries, je t'églotte d'un coup de doigt. » Je lui montrai mes scalpels charnus. « Donne-moi ta blouse, lui dis-je, et il retira sa blouse. Je me débarbouillai au lavabo, puis enfilai la blouse blanche. Je bâillonnai le psychochose avec du ruban trouvé sur son bureau. « Maintenant, lève-toi et entre dans cette armoire. » Il entra dans l'armoire, que je fermai à clé. Il y avait une lucarne dans l'armoire, d'où il pouvait me voir et d'où je pouvais le voir. Je lui dis, « On va bien rigoler. Mais n'essaye pas de me voir, hein, sinon... » Et je lui fis un magnifique sourire. Je me rendis à la salle d'attente et fis entrer le patient suivant. C'était un grand chauve qui s'assit devant moi. Il souffrait d'hallucinations visuelles, d'insomnie et de cauchemars quand il dormait. « N'ayez crainte, lui dis-je, il s'agit d'une pathologie bien connue. Je vais arranger cela. » J'ouvris un tiroir à ma gauche. Il était rempli de boîtes de comprimés. J'en agrippai une au hasard et la tendis à mon patient. « Prenez cela pendant une semaine et revenez me voir. » Le psycho, dans son cagibi, s'agita. « Merci, docteur, répondit le chauve, et il s'en alla. Le psycho secouait la tête dans tous les sens. Je fis entrer le patient suivant. C'était une trentenaire qui s'assit devant moi. Elle avait les mains gantées. « Bonjour, docteur, me dit-elle. Que puis-je faire pour vous aider ?» lui répondis-je. Elle m'expliqua son problème. Elle souffrait d'une phobie intéressante. La vue d'un pied, d'une main, la plongeait dans l'angoisse. « Je n'en peux plus, me dit-elle. Ma vie est devenue un supplice permanent. » Elle se mit à pleurer, à se moucher devant moi. Elle leva la tête. Elle me regarda de ses yeux tout rouges, des yeux suppliants de pitié. « Croyez-vous que la science puisse venir à bout de mes souffrances ?» Je nageais en plein bonheur. « Je n'en doute pas, répondis-je. Je sortis mes mains de mes poches et les étalai sur le bureau. Quels beaux ongles, n'est-ce pas ? Le visage de la dame se couvrit d'un film luisant et gélatineux. Sa bouche fut prise de tremblements. Je jetai un œil à mon psychochose. Il hurlait sous son bâillon. La dame ne quittait plus des yeux mes appendices kératineux. Je les faisais danser sous ses pupilles dilatées. J'ai une idée saugrenue. Je me penchai pour me déchausser. Mes pieds respiraient enfin. Je déposai mes galoches vermoulues sur la table. À cette vision, la gélatineuse se raidit. Elle avait deviné mon intention. Je vis ses mains gantées se crisper sur les accotoirs de son siège. Mes petons calleux rejoignirent leur emballage. Ils étaient magnifiques. Une gamme de couleurs peu étendue mais riche en nuances. Du jaune au bleu et du bleu au noir. Des crevasses profondes et rugueuses. Le meilleur était pour la fin. Une couenne épaisse couronnait mes orteils velus. Il faudra que je pense un jour à en prendre soin. J'entendis un râle. La gantée avait des spasmes. « Venez, madame, lui dis-je. Venez vous allonger ici. » Je lui indiquai un divan confortable. Elle s'allongea et ferma les yeux. Elle continua de gémir. Des images fortes s'étaient imprimées dans son esprit. Des images qui flottaient devant ses yeux clos et qui, je le voyais bien, avaient pris place de la réalité. Voilà. Alors voilà, on est en... Merci Sol pour cette intervention un peu imprévue aussi. Mais voilà ce qu'on peut trouver donc chez Boson de X. Des livres, évidemment, les livres dont on vient de parler sont ici. Il y en a d'autres. Hein. Il y a, je pense au livre de Serge Delève dont tu as parlé. Ce livre aussi, d'Emmanuel Laborie. Voilà, donc ça, vous pourrez découvrir après le repas. Je vous propose à présent de manger ensemble. Hein, et puis, on se retrouve, comme selon la formule, après le repas pour dialoguer avec vous. Je vais vous donner la parole et on poursuivra la discussion
autour du dessert et autour du vin, quoi. Voilà. Merci à vous, à tout de suite. Bon appétit, merci. Maison de la Francité.